C'est un génie extraordinaire. Les yeux dans les yeux. Le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka. Oh le frisson Thierry. C'est bon, oh, c'est bon Thierry. C'est très bon ça. Oui, alors ce que je vous propose, c'est peut-être d'abord réfléchir sur un débrief rugby, sport, résultats, techniques, etc. Un deuxième qui sera un débrief sur cette Coupe du Monde d'un point de vue économique et d'un point de vue marketing. Est-ce qu'elle a été profitable? Pour qui? Comment? Etc. Et enfin, voir qu'est-ce qui va se passer après. Quel est l'avenir du rugby tel qu'il est pratiqué aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de développer le rugby dans les nations qu'on appelle du tiers 2, c'est-à-dire qui sont juste en dessous des cadors, etc. Mais je vous propose d'abord et avant tout de débriefer cette Coupe du Monde et surtout cette finale avec une affiche absolument incroyable. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. C'était pas tellement l'affiche qu'on aurait pu imaginer nous en tant que Français supporters. Voilà. Ouais. Il était possible d'avoir une Irlande-France et c'est vrai qu'au regard des résultats de ces équipes, ça n'aurait pas été usurpé. Il se trouve que ça a été Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Victoire de l'Afrique du Sud d'un point. Un premier peut-être commentaire, Jean-Claude, sur cette finale. Qu'on a vu une belle finale, qu'on a vu dans les phases finales des matchs qui ont tous les atouts de l'attractivité. Mm-hmm. Ils sont tendus, incertains jusqu'à la dernière seconde, âprement disputés et avec 1000 occasions de s'emporter, de se réjouir, d'espérer, de pleurer pour les supporters des deux matchs et même pour les non-supporters. Le rugby est un jeu qui appelle la faute. Et même dans 100 ans, toute décision arbitrale pourra encore être contestable et contestée et discutée parce que c'est parce que parfois la frontière est extrêmement ténue entre la faute et la régularité. Ce malgré la vidéo, ce malgré le bunker, malgré le nombre de... Vas-y David. C'est trop. Enfin maintenant, dès qu'il y a une toute petite faute, on fait bunker, on fait vidéo, on s'arrête. On va devenir dans peu de temps le foot américain. David, on ne le fait pas. Et aussi, on peut dire qu'on ne le fait pas pour certaines fautes qui paraissent assez évidentes aux téléspectateurs. Mais c'est très compliqué. Ça ne résout pas tout. Ce qui serait intéressant, c'est de demander à TF1 le nombre de minutes où la VAR a été utilisée sur pour la finale. Pour la finale. Ouais. C'est énorme. Hein. Je ne sais pas combien de temps l'arbitre il a demandé la VAR, mais on est à 3-4 minutes, voire 5 minutes. Et après, on fait du bunker maintenant. Donc c'est très bien. Mais c'est bien, le rugby, tu l'as dit, et je te rejoins, le rugby amène à la faute. Le rugby amène à ce que, d'une certaine manière... C'est le jeu. C'est le jeu. Mais à un moment, il faut qu'on continue à faire du rugby. Est-ce qu'on n'est pas en train, et ce sera une de nos questions sûrement, est-ce qu'on n'est pas en train de casser le jeu rugby? Est-ce que c'est pas en train de devenir un jeu normé, stéréotypé, qui fait qu'à un moment, dès qu'il y a un problème, pof, oh là, la VAR va arriver, et donc en découpant comme, par exemple, un sport américain qui est le foot américain. Voilà, on découpe, oh là, j'ai peut-être fait une erreur, tiens, je regarde. Maintenant, le jeu, le rugby, on sait que c'est la passe, c'est les problèmes, c'est tout ce qu'on a là. Je trouve qu'on a perdu cette notion-là en finale. Encore une fois. Je comprends ce que tu dis, mais n'oublie pas que ce sport a été précurseur dans les efforts faits pour effacer l'injustice. Oui, et la VAR, ça va dans ce sens-là, pour effacer l'irrégularité. On peut trouver que c'est beaucoup. Moi, j'aurais presque tendance à trouver que c'est peut-être pas assez. Mais pas casser le jeu tout le temps. Je ne comprends pas, par exemple, qu'il n'y ait pas eu VAR pour la transformation contrée. Ah oui, là on parle du quart de finale France-Afrique du Sud, la transformation contrée sur Ramos, qui aurait pu valoir 2 points. Probablement régulièrement contrée. Moi je trouve que c'était pas tant la finale que j'ai ressenti, mais c'est le quart de finale de la France justement, à la deuxième mi-temps. On y revient toujours à ce match. Non mais il n'y avait pas de rythme en fait, il n'y avait plus de rythme. Il n'y avait plus de rythme, les Français n'arrivaient plus à se remettre dedans, il n'y avait plus rien en fait à ce moment-là. Ouais, T'es en train d'expliquer les raisons de notre défaite. Parce que les autres, ça leur plaît beaucoup qu'il n'y ait pas de rythme. Oui, non, mais complètement. On hache le jeu. Complètement. On hache le jeu. C'est ça qui me dérange, c'est qu'on est en train de hacher le jeu. Et à un moment, alors, c'est bien l'avantage. Moi, je trouve ça, c'est une bonne règle. L'avantage, il y a une faute, on continue, le jeu arrive à une autre faute, on revient à l'avantage, on repart de zéro.
Mais arrêter pour la VAR qui casse encore le jeu, qui te permet de te remettre encore à défaut sur d'autres choses. Mais on va en reparler de la VAR, parce que c'est vrai qu'il y a un fil conducteur depuis les quarts de finale, c'est que l'arbitrage a, semble-t-il, été décisif dans l'élection des équipes jusqu'en finale. La preuve, c'est que lorsque l'on a dit qu'en finale, il y avait donc Monsieur Barnes, qui est un Anglais, à l'arbitrage, tout de suite, c'était plus le même match. On n'avait pas commencé qu'en fonction de l'arbitre, c'est plus le match. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Ça, c'est la différence entre le Nord et le Sud. En quelque sorte. C'est le crunch de l'arbitrage. En quelque sorte. Mais je voudrais qu'on revienne un peu plus sur le jeu. Est-ce que vous avez vu, Edouard par exemple, est-ce que lors de cette finale, on a vu une finale de Coupe du Monde de rugby de très haut niveau? Alors l'intensité, c'était énorme. C'est le mot juste, de haute intensité. L'intensité, c'était fou. Enfin, Et de haute incertitude. De tout, ouais. C'était très bien. Et en plus, on a eu tout le monde est arrivé à mener au score à un moment donné, donc on ne savait pas en fait ce qui allait se passer. C'était toujours, ça pouvait en fait basculer d'un côté ou d'un autre à tout moment. Mais il y a eu plein de matchs dans la compétition où ça a pu basculer d'un moment à un autre. Les Fidji qui nous ont tous épatés, c'était toujours à une faute de main de leur côté. D'accord. En tout cas, là, on a pu voir une finale de très haute intensité, avec un engagement maximal. Ce qui m'a, moi, frappé, c'est que ce match-là avait lieu samedi soir. Dimanche après-midi, j'ai allumé ma télé, j'ai regardé le top 14. Top 14, c'est considéré comme étant le meilleur championnat du monde, d'accord, avec des professionnels. Et ça me paraissait jouer presque au ralenti en comparaison de ce qu'on avait vu le soir à la finale. Donc c'est vrai que un engagement maximum, une rapidité absolument délirante, une façon de jouer aussi qui était à toujours systématiquement mettre en place une vision tactique qui, moi, m'a paru de très haut niveau. Hein, on a bien vu, exactement comme contre la France, l'Afrique du Sud a essayé de déceler dans le jeu néo-zélandais les failles. Elles ont insisté là-dessus. Et d'ailleurs, ça leur a bénéficié, vu qu'ils sont champions du monde aujourd'hui. Les Néo-Zélandais savaient très bien que sur certaines phases statiques, il fallait aller plus rapidement. Ils l'ont fait. Il y a eu aussi la fameuse guerre du jeu au pied. Est-ce que le rugby a tendance à jouer au pied plus encore qu'avant, ou est-ce que quelque part... Différemment, c'est-à-dire différemment qu'avant, parce que les règles évoluent aussi. Et puis là, la France, on est réputé quand même pour être très bon au pied dernièrement. On s'est fait battre aussi au pied par les Sudaf dans leur relance. Donc, finalement, ça reste un trait tactique. Et c'est plus le pied... je t'envoie la balle. Il y en a eu beaucoup quand même avec Angleterre, Argentine, et je sais qu'on en parlait juste avant. Mais... Il y a un chiffre qui sortira tôt ou tard, qui est peut-être déjà sorti, à propos de cette Coupe du Monde, c'est les successions et la longueur des temps de jeu successifs. Je ne sais pas s'il y avait eu beaucoup de Coupes du Monde à atteindre ces chiffres-là. C'est impressionnant. Les temps de jeu et les successions de temps de jeu. Je crois que le maximum, c'était Nouvelle-Zélande-Irlande. On était presque à 40 minutes, ce qui est énorme, ce qui est presque souvent le double d'un match. Ça, c'est le signe d'une évolution du rugby. Et je ne pense pas que dans les gros matchs, il y ait un seul spectateur qui soit vraiment ennuyé pendant la Coupe du Monde. Il y a 2 points qu'on peut retenir sur cette finale. C'est quand même 12 points en première mi-temps des Sudaf, 0 en deuxième. Il faut quand même le regarder. Donc ça veut dire qu'il y a une défense de malade d'un côté. C'est quand même l'évolution du rugby, elle passe par là. Il y a des années, on était sur un jeu très rapide à la main où effectivement il y avait des très gros décalages. Et là, en fait, on se rend compte que le rugby se gagne sur la défense. Ils ont inventé le catenaccio du rugby. Exactement. Des défenses, jeu au pied, phase statique, mais ça s'appelle les fondamentaux. Ça fait 130 ans que c'est ça. Deuxième point, c'est les chandelles. Les chandelles, quand on regarde ce qui se passe, alors, ce qui fait très rigoler maintenant, c'est leur petit train à 2 ou 3 personnes derrière le mall, où là, on va venir pour pas se faire taper dessus. Et effectivement, on a un nombre de chandelles up and under, comme on va dire, qui est devenu énorme. Alors, on en justement, a de plus en plus. Rentrons un peu plus dans la technique, parce que c'est vrai que le geste de la chandelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est taper le plus haut possible pour essayer de mettre dans le camp adverse la pression sur l'adversaire. Mais là, on l'a vu, que ce soit en finale, en demi et en quart contre la France, où ça nous a coûté très très cher, ça nous a même porté préjudice, c'est qu'ils avaient décelé que dans une façon de taper le jeu au pied entre les 50 et les 40 adverses, on avait une relative friabilité défensive, ce qui a fait que, en concentrant 3 joueurs supplémentaires dans cette zone-là, ils ont réussi à marquer 2 essais. Est-ce que là, contre la Nouvelle-Zélande, ça a été le cas ? Et avec 2 points hyper positifs des Sudaf, c'est des mecs qui vont à une vitesse folle. Oui. Donc je tape, chandelle, ok, bien tapé, et t'as 2 ailiers qui déboulent comme des malades
Et quand on regarde, pareil, sûrement des chiffres qui sortiront, les deux ailiers, ils récupèrent des ballons. Ils Ils y ont- vont pas simplement pour faire mal, ils y vont pour récupérer le ballon. Et le petit Colby, qui doit être plus petit que moi, je déconne, il saute plus haut que moi. 1m71. Voilà, il a moins. Il est plus grand que moi, ma quand taille. Et 1m71, il saute plus haut que nous et il court plus vite que nous. Ouais. J'ai le souvenir en première mi-temps, dans le camp néo-zélandais, un coup de pied de biais du centre du terrain vers la gauche qui mettait en difficulté l'ailier All Black. Et donc, il y a eu une difficulté en fait, à attraper ce ballon. Bref, le ballon était pagaillé. Il est sorti en touche pour l'Afrique du Sud. Et on a vu les Sud-Africains lever les bras au ciel comme si c'était une victoire, comme si c'était un Très geste significatif. positif. Donc, Vous êtes en train d'expliquer, les amis, pourquoi l'Afrique du Sud a gagné. Oui. Et pourquoi elle mérite sa victoire. Même si sa victoire, elle pouvait tenir à un fil ou un demi-cheveu. Un point. Mais oui, mais c'est la Un point victoire. fois 3. Et là, au sport, il n'y a que la victoire qui existe. Il n'y a que ça qui permet de faire Alors, un paramètre. C'est très vrai. Et d'ailleurs, le commentaire que nous avions dans le stade samedi soir, c'était de se dire que si l'Afrique du Sud est championne du monde en ayant gagné d'1 point, on pourrait se poser la question, mais elle a gagné d'1 point en finale, en demi Et en quart. et en quart. Et ça, ce n'est pas un hasard. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait exprès, ça veut dire qu'ils étaient conditionnés à la victoire, qu'elle soit laide, qu'elle soit courte, mais qu'elle soit une victoire. Et là, est-ce qu'on peut se dire que la Nouvelle-Zélande n'aurait pas pu infléchir le score à un moment donné ? Bien sûr que si. De toute façon, Bien sûr Et que quelles c'est- ont été c'est- les c'est- occasions c'est ce qui d'infléchir fait le leur- score ? C'est ce qui fait leur valeur. Et de toute façon, pour des équipes de ce niveau-là, on le sait depuis longtemps, la Coupe du Monde, elle commence réellement le jour des quarts de finale. oui. Avant, on sait bien qu'on sera au deuxième tour. Bon, elle commence. Et il faut réussir cette phase-là. Et c'est cette phase-là dans laquelle nous échouons depuis 3 éditions. Ouais, c'est vrai que depuis 3 éditions, nous échouons en quart En de quart. finale. En quart de finale, hein. Pour Ça nous, fait 3 quarts de finale que je vais au stade. ça nous Oui. place. Peut-être Ah, que je vais arrêter. On a peut-être trouvé le chat noir. Chat noir. Il est Mais blanc aujourd'hui, mais ça- c'est le chat noir. Ça nous place entre 4e et 8e mondial. Et parce que, heureusement que ceux qui vont en demi-finale et ceux qui vont en finale, c'est quand même un meilleur résultat que de perdre en quart de finale. Ça, c'est clair. C'est quand même basique. Alors après, on vous sort des classements mondiaux où l'Irlande devient 2e. Ça me paraît tout à fait incompréhensible. Oui. Ils sont pas 2e, ils sont tombés en quart. Où sont les Blacks alors ? Ils ont perdu en quart. C'est la compète qui fait la valeur du sport. Alors, il y a un décompte mondial qui fait qu'on a une hiérarchie des équipes, et c'est vrai que jusqu'à la finale, l'Irlande était numéro 1 mondial parce qu'elle a eu les meilleurs résultats ces dernières années. C'est vrai que là, avec la victoire de l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud qui bascule. Il y a une certaine logique dans tout cela. Maintenant que l'Afrique du Sud soit numéro 1 mondial en ayant gagné la Coupe Ils sont du Monde, champions du monde. ça paraît très cohérent. Ils sont champions du monde et pour 4 ans et depuis 4 ans. Donc ils ont été 8 ans champions du monde. David. Pour revenir sur ce que tu dis, la bascule du match, est-ce que c'est pas là où la transformation ne se fait pas sur l'essai? L'essai, on a 11, Alors, hein. essai, Non, on passe à c'est 2 simple, il y a eu points, un seul essai dans le match, un ok, seul essai des All Blacks, 14 sur le, contre 15, sur- faut sur le se côté rappeler, quand même. gauche. Si la transformation passe, la passe Nouvelle-Zélande mène d'un point. Oui, Voilà. d'un point. Derrière nous Et là, aussi, une voilà. pénalité. Et là, on va revenir à un point qui, moi, me paraît fondamental dans le fait que l'Afrique du Sud aujourd'hui soit championne du monde. C'est pas le jeu, c'est pas simplement la tactique, c'est pas simplement la stratégie, c'est la façon qu'a eu Rassi Erasmus et Nina Burr de gérer son groupe, la globalité de la compétition, et on en vient à une chose qui est fondamentale, c'est que Pollard, le numéro 10 sud-africain, a fait 100% au pied en demi et 100% au pied en finale. Et il a fait 100% au pied en quart contre la France, même s'il est rentré à mi-parcours. Il se trouve juste que Pollard a remplacé non pas un demi d'ouverture, mais il a remplacé un talonneur. Qui plus est, le talonneur remplaçant. Ça veut dire que l'Afrique du Sud a assumé de jouer en quart, en demi et en finale avec un seul talonneur de métier. Ouais. Et la plus grosse partie de la finale avec un talonneur qui n'était pas de métier. Et d'accord, exactement. Dion Fury est un 3e ligne de métier et en fait il a dépanné entre guillemets au talon pendant quasiment tout le match, vu que Mbonambi a été sorti au bout de 5 minutes. D'accord. Donc, mais le pari est gagné parce que Rassi Erasmus avait compris qu'il n'avait pas de numéro 10 fiable d'un point de vue de la botte. Il l'a fait revenir du diable Vauvert. Et résultat, c'est qu'on se rend compte qu'en demi-finale et en finale, celui qui gagne, c'est celui qui est le plus fiable au pied. Mais c'est ça. Comme toujours, on revient à une chose qui m'est chère, les fondamentaux du rugby. À niveau comparable, prendre tous les points que te donne l'adversaire est indispensable Bien pour sûr. gagner. Ouais. À niveau comparable. C'est clair. Pas dans France-Namibie.
T'as raison. Prendre les points que te donne l'adversaire. Et ça, c'est Erasmus, il est maître là-dedans, quoi. Il est maître en tout, d'ailleurs. Oui, sincèrement, si on pouvait se faire un petit insert, moi je suis abasourdi par la qualité du management de Rassi Erasmus. Pas simplement pendant la Coupe du Monde de rugby 2023, mais la racine est issue de, non pas la Coupe du Monde de rugby 2019 qu'il a gagnée, mais un an avant, lorsqu'il récupère une équipe d'Afrique du Sud exsangue, qui ne sait plus où est le Nord, qui ne sait plus où est le Sud, et il leur dit, voilà, moi j'ai une vision. Moi, je pense qu'en 2019, on peut être champion du monde. Ils viennent de perdre contre l'Italie. Non, il explique, il dit, on va être champion du monde en France. C'est arrivé trop tôt, en fait. Et oui, ils le sont, une édition. Alors, c'est ça, même au Japon, il s'était pas préparé à gagner pour le Japon. Il s'est dit, on va monter un groupe pour gagner dans 5 ans. près que le groupe qui est monté au Japon, l'échéance, c'est de gagner la Coupe du Monde au Japon. Et c'est vrai que, et je parle souvent de ce reportage qui est formidable, qui a un petit peu les yeux dans les bleus, version rugby pour l'Afrique du Sud, qui s'appelle Chasing the Sun, que vous pouvez retrouver sur Canal+, où on voit en 6 épisodes comment, d'une équipe de joueurs de grande qualité, mais totalement exsangue, il en fait une équipe championne du monde. Et on le voit, notamment jusqu'à l'aboutissement en finale contre l'Angleterre, où là, il n'y a pas photo, hein. Et quelque part, l'Afrique du Sud n'a pas eu à rougir d'un quelconque coup de pouce arbitral. Il n'y a pas eu l'intensité de la nôtre. Hein. Voilà. Mais ce qui se passe, ce qui se passe là-dedans, c'est que on voit clairement qu'un groupe se constitue. C'est-à-dire que ces joueurs-là sont prêts à mourir les uns pour les autres. Et on le sait, hein, c'est souvent ce qui se dit avant dans un vestiaire de rugby, c'est est-ce qu'on est prêt à mourir les uns pour les autres ? Eux le sont. Il n'y a pas de détails là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Rassi, Erasmus et Niabert connaissent ces jeunes joueurs depuis leur époque espoir, depuis qu'ils ont 18 ans. Donc, ils les ont vus grandir. Et ils leur ont donné un modus vivendi qui est celui-ci. C'est de dire, il n'y a pas de titulaire. Il n'y a pas de bons et de mauvais joueurs. Il y a simplement les joueurs qu'il faut mettre au bon moment. Et c'est comme ça que l'Afrique du Sud a été championne du monde en 2019. C'est-à-dire que souvent, on peut imaginer certains coachings, ça peut nous surprendre. Souvent, on peut voir qu'on met un joueur à la place d'un autre et ça peut surprendre aussi. Ils l'ont fait parce que c'était en adéquation avec la victoire. Et en 2023, c'est ce qui s'est passé. Rassi Erasmus dit une chose. Il ne dit pas qu'il a les meilleurs joueurs. Il dit qu'il met les meilleurs joueurs au bon moment. Et lorsque on a un talonneur remplaçant qui n'est pas un talonneur, il le fait aussi à dessein. C'est-à-dire qu'il faut assurer les touches. C'est vrai qu'il a pêché un peu sur les lancers, notamment en finale, mais sur son rôle de 4e, 3e ligne, il a été formidable. D'accord ? Pareil pour... Il fait des bons choix. Pareil pour... Franchement, cette stratégie absolument incroyable qui consiste à dire que le banc est quasiment aussi important, si ce n'est plus, que les joueurs qui commencent. Nous, en France, on a essayé de le faire avec ce qu'on appelle les finishers. Attention, ce système de finishers et de flèches du temps, etc., ça a été emprunté à Eddie Jones lorsqu'il l'a fait avec l'équipe d'Angleterre au Japon. D'accord ? Manque de peau, ça a pêché en finale. D'accord ? Il se trouve juste que l'Afrique du Sud, quelque part, a planifié sa victoire et a fait en sorte que, quelle que soit la situation, il puisse avoir une solution, Jean-Claude. Et elle fait rentrer ses finishers avant les autres. Oui. Alors là, en l'occurrence, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils sont rentrés avant les autres. Effectivement. Et même plus loin, la charnière de la demi-finale n'est même pas sur le banc. Ça veut dire que contre l'Angleterre, il y avait une stratégie à faire changer une charnière. Et là, il a commencé avec ses tauliers, entre guillemets. Il avait De Klerk et Pollard qui sont la charnière championne du monde. Si vous regardez bien l'équipe qui commence samedi dernier, il y a 13 champions du monde. 13 champions du monde. Et regardez les plans, pendant le match, les plans télé sur le banc Sudaf. Aussi bien avec ceux qui sont sortis qu'avec ceux qui sont rentrés. Les mecs qui sont à Donf, je crois qu'ils transpirent déjà tellement ils jouent. C'est très important. Les Blacks étaient plus prostrés. Et là, quand on regarde le body language, donc la posture qu'ils ont dans le match, ils sont totalement impliqués. Je suis d'accord avec toi, Jean-Claude. Le banc est là. Par contre, ce qui est phénoménal, et tu le disais tout à l'heure, dès qu'il va y avoir un choix tactique, les joueurs qui rentrent sur le terrain d'Afrique du Sud ont un comportement particulier. Est-ce que tu peux le décrire ? Parce que ils sont tout de suite impliqués, ça se voit à des détails. Ils n'ont pas besoin de parloter
avant que le mec prenne sa place sur une phase statique. Le mec, il sait où il va. C'est une scène de théâtre. C'est comme si les pieds étaient dessinés au sol. Les mecs, ils savent où doivent se placer, ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas besoin de conciliabule avec les autres, comme ça arrive parfois, même dans beaucoup de sports co. Un remplaçant, il faut expliquer où il doit aller. Et parfois, c'est contradictoire avec ce que vient de lui dire le coach. Bon, mais tu te mets là. Alors l'expérience, ils se connaissent. C'est tout. Mais c'est des répétitions sans fin à l'entraînement. Le sport, c'est que de la répétition. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'Erasmus, il faut voir comment il fonctionne. Quoi. Ouais. Et justement, alors je tenterai un parallèle et je poserai la question à votre vindicte. On a le sentiment maintenant que cette équipe-là est 2 fois championne du monde de rugby, avec un coaching et un management extraordinaire. Moi, ça me fait penser à une équipe de foot. C'est un petit peu l'équipe de foot de Deschamps. D'accord. Équipe de France de foot, on a l'impression. Forcément très beau, mais ça. Alors non, mais encore une fois, là je laisse ça aux esthètes, le loisir de juger si on est mieux quand on gagne une Coupe du Monde, quand c'est beau ou quand c'est un peu moins beau. Et d'ailleurs, le beau, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que la victoire est belle. Voilà. L'objectif du sport, c'est de gagner. Alors, les mecs qui ont osé dire qu'en Russie, on n'avait pas développé un beau jeu, c'est qu'ils n'ont pas vécu le passé, parce que des matchs perdus, des matchs perdus et des injustices, on en a vu un paquet. Et en rugby, on a peut-être bouffé notre dose quand même, de matchs perdus alors qu'on n'aurait pas dû. Il y en a ras-le-bol de ça. Cette culture-là, il y en a ras-le-bol. C'est l'arbitre, c'est nous, c'est ici, c'est là. Si t'as perdu, t'as tort de toute façon. Bah oui. T'as tort. Et moi, quelqu'un m'a dit, c'est pas le meilleur qui a gagné, on n'en a rien à foutre. Ouais. C'est celui qui a gagné qui a gagné. Il a gagné. Point. Exactement. Et d'ailleurs, justement, alors moi qui suis fan de coaching et de management, je trouve que l'équipe de France de foot de Deschamps, elle est formidable parce que si ce n'est un facteur X, elle perd pas. Ok ? Si ce n'est un petit grain de sable dans les rouages, là notamment, on a vu en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, je dirais un comportement scandaleux. Pendant 1 heure, c'était open bar, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de carton jaune, etc. C'était pas simplement une implication, c'était de l'agressivité non sifflée. Donc, et malgré ça, on a perdu au penalty. J'ai l'impression que cette équipe d'Afrique du Sud, s'il n'y a pas de facteur X, elle gagne toujours. Oui, mais c'est logique. C'est logique parce qu'elle prépare les compètes. Elle perd des matchs qu'on appelle des test-matchs. Elle prépare des compètes, c'est tout. Et l'objectif de l'année, c'était que la Coupe du Monde. Ils avaient bien identifié les choses et c'est ça, la gagne. Oui. C'est pas gagner des matchs amicaux. Ils gagnent à l'expérience, c'est gagner la compète. À la petite faute. Ils méritent leur victoire. Ils sont toujours à ça d'être hors jeu, mais ils méritent leur victoire. C'est pas sifflé. Ils sont toujours en train de sortir les autres du match. Et on disait la France est sortie aussi de son match à cause du jeu Sudaf. Mais c'est pareil, les Néo-Zélandais, en première mi-temps, ils loupent combien de touches ? Ils sortent de leur match à plein de moments parce que en fait, c'est toujours à la limite, parce que les autres, ils ont l'expérience. Il y a aussi que le contre était très efficace. Il y a aussi que le contre était très efficace. Mais c'est vrai. Encore une fois. Ils ont pas perdu de touche de la compétition quasiment. Et puis c'est tout. C'est des détails comme ça. Ils en perdent 3 en une mi-temps. C'est des détails comme ça. Mais revenons. Tu parles de la France, très objectivement, en respectant profondément tout le monde. Est-ce qu'on a déjà eu un tel réservoir de joueurs de haut niveau dans ce pays ? Est-ce qu'on a déjà eu un meilleur entraîneur dans ce pays ? Est-ce qu'on a déjà eu un staff plus accompli et plus professionnel pour accompagner l'équipe de France ? Jamais. Eh bien, je pense que cette défaite est la plus mauvaise Coupe du Monde de toute l'histoire de l'équipe de France. Si on regarde tous ces paramètres-là, c'est un échec majeur. Et je ne connais personne de meilleur que Galtier. Et pour aller dans ce que tu dis, avec une vraie volonté de la LNR de lâcher les joueurs, parce qu'il a eu quand même combien 80, 100 joueurs lâchés pour pouvoir tester. Oui, on a donné tous les moyens. Il se peut que pour la prochaine Coupe du Monde, on ait moins de moyens humains et moins de moyens financiers. Après, et surtout avec les nouvelles compétitions. On reviendra dans le et après. Forcément, bien sûr. Après, ce que je trouve assez intéressant dans ce qui est en train de se passer dans le rugby, c'est que on était professionnel, on devient surprofessionnel. C'est-à-dire que les avants, ils ont un entraîneur, les arrières, ils ont un entraîneur. Le botteur, il a un entraîneur. On a de la vidéo. Le mouvement général de défense, attaque. Il y a les arbitres qui deviennent aussi entraîneurs des fautes. L'ostéopathe, un psychologue. Oui, non mais là où tu as raison, c'est qu'à un moment, je reviens sur ce qu'on disait, on est en train de transformer le rugby en un sport américain où tout est data. Comme tous les sports. Encore. Mais je trouve que ça devient encore tous plus les sports, dans le rugby. Dans le foot, on en parlera même pas. Mais dans le rugby, tous les sports se professionnalisent, tous les sports intègrent la data. Mais là, attention, c'est le seul sport où on est 15 et les joueurs ne sont pas à substituer. C'est-à-dire que le pied droit et le pied gauche, ce sont 2 mondes parallèles. Alors que
l'arrière droit et l'arrière gauche, Mais au les foot, garçons, c'est à peu près la même chose. Dans le foot, pour l'instant, dans le foot, on n'a pas un mec avec un casque qui donne des actions en bas. T'as pas 4 ordinateurs connectés. T'as pas un vidéaste. Ouais, c'est On vrai. voit pas, mais qui est en train de tout déceler pour dire à la mi-temps, attention, il se passe ci, ça. Dans le foot, ça se fait peut-être, mais on le voit pas. Là, dans le rugby, ça se voit. On a 4 mecs, hein, on a encore bien vu pour la finale. Ouais, T'as c'est- 4 mecs, t'as des ordis, t'as l'ordi qui prend le jeu et qui va analyser quasiment en direct l'action de Alors, jeu. c'est Ça, aussi- l'évolution génial. logique du sport. Non, mais c'est Ouais, aussi ouais, du ça fait. casse. Alors, c'est aussi du fait de la complexité du jeu. Et on Exactement. le voit parce que même au foot américain, D'accord. vous avez bien vu qu'on saucissonne beaucoup, etc. Mais le foot américain, il n'y a pas de continuité dans le jeu. On ne passe pas d'une phase d'attaque à une phase de défense avec les mêmes joueurs, etc. Ouais, Il peut y là, avoir tu des crois phases tout. de jeu qui Là, tu durent crois 5 tout. minutes. Et donc, c'est vrai que techniquement, tactiquement, ce sport-là a été découpé en morceaux. Alors, c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'avoir des vraies tactiques, des vrais coups de maître, un petit peu comme aux échecs. D'accord ? Mais le risque, c'est de se retrouver un petit peu en se mordant la queue, et notamment vis-à-vis de l'arbitrage, et dont on en a parlé, de la VAR, ok, où quelque part aujourd'hui, on sait que la VAR peut révéler quelque chose. Sam Cane, quand il a pris son carton rouge, c'est vrai que dans le feu de l'action, on le voit plaquer un peu haut, mais on se dit que ça peut passer. S'il n'y a pas la VAR, il n'y a pas de carton rouge. Par contre, la vraie problématique de la VAR, c'est que quand plus tard, Colisi Ouais. fait à peu près La même la même chose, une belle collision de Il y a tête à une- il y a tête. une vraie nuance. Il y a une vraie nuance, et c'est vrai que la vraie nuance, en étant très objectif, c'est que voilà, il fait le geste Un de se qui baisser, baissait, alors que ouais, Sam ça, Cane ne se baisse pas, d'accord, voilà. À une finale, ça se joue à quelques Et centimètres. hein. ça se joue à ça, et ça probablement. C'est la que ça se beauté joue à du ça. sport. Le, Ouais. le sujet bunker, on pourra en parler ou pas, je trouve ça une bonne idée. Oui, Pour une parce fois- que ça permet de pas saucissonner Exactement, le ouais, c'est rythme bien, du pas match. de s'arrêter, machin. Le Là, rythme, tu alors, mets, oui, ça, tu c'est vois, vrai. Pour ça, ceux qui c'est une très bonne ne idée. connaissent pas ce terme bunker, c'est lorsqu'il y a une faute qui jaune. pourrait être un carton rouge, et souvent dans la suspicion de carton rouge, on prend beaucoup de temps et on regarde les différents angles de caméra caméra. pour pouvoir juger. Non. On décide que c'est un jaune avec un geste comme celui-ci qui est, on va le mettre au frigo et on va 10 voir minutes. pendant 10 minutes si ce n'est pas transformé en rouge. Et c'est vrai que cette décision-là permet de ne pas Ouais, c'est couper le rythme du match. Ceci dit, C'est une bonne idée. Je suggère même que pendant le temps pendant lequel le joueur est hors du terrain, qu'ils mettent une tenue de prisonnier comme les Dalton. Comme ça, on sait où on en est. avec un boulet au pied. Voilà, Boulet on sait au où pied, on va, surtout hein. le boulet. Ouais, jaune et Il noir. rentre pas. Ceci dit, ce qui est assez fabuleux, et je reprends un peu ton idée, c'est que lorsqu'on voit un joueur en finale, et il y en a eu pas mal, hein, parce qu'il y a eu d'abord un carton jaune de Frizel au bout de la 5e minute, lui, il a frisé le carton rouge. Hein. On voit Sam Cane, et on voit Colisi, et ensuite le petit Colby, hein, comme tu l'as appelé. Mais il y a un autre black qui est pris au début. Colby Non, Non, le non. black, Le black bah, le premier. qui est pris au début, le premier, et qui, Oui, ne- c'est qui, le- ne- qui revient en jeu. Ouais, Il y a bien un black qui prend un carton, qui sort, et finalement, ça reste un carton. c'est Colisi, jaune. c'est Colisi, je l'ai cité. Non, en fait. un black. Oui, oui. Ah, un black Il y a Oui, un c'est black. Frizel, c'est Oui. Frizel. Frizel à la 5e minute, pardon. Mais En fait, Si, il re-rentre. si, Il revient. oui, bien sûr qu'il re-rentre. Et oui, mais Ouais, on a bien. tous. Il y avait aussi un peu. Tout le monde pensait est-ce qu'il va se prendre le rouge Voilà, est-ce qu'il c'est va ça. se prendre le Non, rouge, j'ai attiré c'est votre ça. attention sur quoi? C'est que quand ils sont en prison, entre guillemets, on dit ça dans le hockey, hein, quand ils sont Ouais. suspendus, mais ils sont défaits parce qu'ils ont vraiment, on le voit sur leur visage, Ouais. le sentiment Ouais. de laisser Ouais, leurs ouais, copains ouais. à Ah ouais. 14. Ah ouais. D'accord? Donc, quelque Surtout, ils part. savent pas s'ils vont revenir. Voilà, Non, et c'est en une plus. vraie pénitence. Ouais. Ah ouais. Si ce n'est le dernier Colby, où à un moment donné. Ouais, Colby, il est a resté fait un- 7 minutes de jeu. Voilà, c'est- il a fait un. Et par contre, lui, ça a lui. Ouais. Avec le Il a maillot fini, sur la ouais, tête. Justin Colby a fini C'est-à-dire avec que- le maillot sur la Si. tête et il était désolé de Si. voir que son équipe risquait de perdre à cause de lui. S'ils perdent, je sais pas s'ils s'en relèvent. Ah, je pense qu'il s'en relève pas. Ah non, Ça c'est- s'enlève c'est- pas. Ouais, parce que Pas. c'était sincère. Hein. J'ai eu la chance d'être à côté. On le voyait. Ah oui, il était vraiment il voulait défait. Et rien à un voir. moment donné, c'est Ed Sevet qui vient le voir et qui vient le ressortir de son banc, même après le coup de sifflet Ils final. voulaient rien voir. Ouais. Ouais, ouais, donc ça prouve que, encore une fois, hein, comme tu l'as dit, le jeu pousse à la faute, mais lorsqu'on est en carton jaune ou en suspicion de carton rouge, je pense que Sam Cane s'en remettra jamais. Je pense que malheureusement, c'est un grand joueur. Hein. C'est terrible. Il est pas impossible qu'il décroche même C'est des terrible. All Blacks à cause Enfin de bon, ça. dans ce domaine, les amis, dans un autre sport, on a un souvenir cuisant, alors glissons. De quoi voudrais-tu veux parler parler de quel, exactement Le carton rouge fatal Ah, mais duquel parles-tu Il y a un s'il te carton plaît rouge Voilà, légendaire. Ah, en Allemagne. Oh là là, non. Oui, mais c'est ce Parlons qui pas de fait. l'Allemagne. C'est ce qui fait la beauté En du sport. finale. En finale, bah oui. Oh, voilà, Avec, c'est. en finale avec Zidane. Oui, Zidane. on parle évidemment C'est ce qui fait de la la légende de finale Zidane. C'est ce qui France-Italie fait- en C'est 2006. la grande légende de Zidane. France-Allemagne. Voilà, où Italie, Zidane- Italie, où France-Italie. Zidane- où
France-Italie en France-Italie, Allemagne, en pardon, en Allemagne. 2006, où Zinedine Zidane prend un carton rouge fatal pendant les prolongations. C'est vrai que la France avait l'ascendant. Zinedine Zidane jouait son meilleur football. Il avait mis une Panenka. Son dernier Ouais. match de toute sa Ouais. carrière, de Ouais, sa vie. et c'est vrai que ça s'est fini tragiquement parce que non seulement Zidane a pris un carton rouge, mais la France a perdu au pénalty. Mais c'est difficile, Jean-Claude, de ressortir les mauvais souvenirs. Non, mais je pense à le Black, il a ça dans la tête. Le All Black. Le All Black, Oui, il a oui, ça bien dans sûr. la tête. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, le All Black. Oui, c'est tragique en fait. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que au travers de ce match-là, il y a une dramaturgie qui a été formidable. Il y a eu quand même deux équipes de titans. Je sais pas. Vous avez Peter Steve du Toit, le numéro 7 de l'équipe d'Afrique du Sud, il a fait 26 plaquages. Peter Steve, j'ai l'impression qu'ils étaient deux, hein, Peter et Steve. Hein. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Et il a maintenu son niveau jusqu'à la fin. Et sincèrement, ce match-là était d'un niveau absolument stratosphérique. Donc, pour les amateurs de rugby, on a vu une finale formidable. Pour ceux qui aiment bien les matchs où on présuppose que le jeu à 1000 passes est mieux qu'un match de tranchée, ben, il n'y a eu qu'un seul essai, mais cet essai était formidable. Il y a eu un deuxième essai refusé pour les Néo-Zélandais. Voilà. Ce qui est un peu dommageable, c'est que effectivement, malgré une superbe stratégie et une tactique, savoir jouer avec les règles, c'est aussi... C'est ce qui explique Deschamps dans le football, hein, c'est que c'est ce qui gagne. Aujourd'hui, la prime n'a pas été forcément à l'équipe qui prenait le plus de jeux. Donc encore une fois, on peut gagner avec beaucoup de qualité sans avoir proposé un jeu formidable. Voilà. Donc bravo à l'Afrique du Sud. Moi, je mets une pièce quand même sur la France en 2027. Est-ce que ça vous choque quand je dis ça? Moi, oui. Alors pourquoi? Moi, Vas-y. Ah. Oh là là. Nous avons un combat de boxe. Vas-y, commence. Regardons l'histoire du sport. On va se relever. Oh, qu'on se relève, je n'en doute pas, contre l'Écosse et le Pays de Galles. Pas en Coupe du Monde. Quand tu laisses passer quand tu perds 3 finales, et qu'avec la meilleure équipe de ton histoire, le meilleur staff de ton histoire, dans ton pays, tu tombes en quart de finale, le train, il ne repassera pas. Je n'y crois pas, je suis désolé, ça me fait beaucoup de peine de dire ça. Je nous vois mal en Australie. D'accord, alors alors, avant de te donner la parole, Edouard, parce que je sais que tu es son contradicteur, je dirais une chose, c'est que normalement, le jeu du banc de touche au rugby est fondamental. On l'a vu avec l'Afrique du Sud. Nous, on avait la même stratégie, si ce n'est que sur le banc, on a cassé Marchand, on a cassé Ntamak, on a suspendu Awas, donc des joueurs qui auraient pu faire la différence et qui ne l'ont pas faite, vu qu'ils n'étaient pas sur le banc. Donc, est-ce que c'est... Sudaf a eu de la casse. Alors, oui, dans une moindre mesure que la nôtre, quand même. Mais ceci dit, ils ont fait des super paris. Hein. Faire une finale avec 7 avant et 1 3/4 polyvalent sur le banc, faut vraiment en avoir des tripes. Donc, quelque part, je trouve ça remarquable. Ça veut dire qu'ils ont réussi à tirer la quintessence de leur effectif. Nous, en France, quand on calcule avec l'Afrique du Sud, on avait 3 ouvreurs, ils n'en avaient que 2. On avait 3 demi de mêlée, ils n'en avaient que 2. On avait 3 talonneurs, ils n'en avaient qu'un. Et pourtant, ils ont gagné. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas là une leçon de tactique, une leçon de management que Fabien Galtier pourrait faire rentrer dans son équation pour se dire, voilà, ok, c'est pas forcément les meilleurs joueurs à faire rentrer, mais c'est les bons joueurs au bon moment. Sincèrement, quand vous faites rentrer le 20 ou le 22 Kwanga Smith, vous savez, c'est un petit troisième ligne un peu mutant, qui a une activité extraordinaire. C'est lui qui gratte les ballons et qui a d'ailleurs gratté la dernière balle. Bah, ce joueur, je ne sais pas s'il serait dans les 33 des autres équipes, et pourtant, il est en Afrique du Sud. Sur quoi se fonde le raisonnement d'un entraîneur de haute compétence quand il se dit, avant une finale de Coupe du Monde, j'ai qu'un remplaçant à l'arrière, si j'ai le 10 et le 15 qui se pètent en première mi-temps, je me démerde. C'est quand même fou, non? C'est quand même dingue. C'est quand même fou. Ouais, c'est quand même fou. Ce pari, il est immense. Parce qu'on a peur pour lui. Hein. Il casse le talonneur au bout de 5 minutes. On se dit, waouh! Il suffit juste qu'il y ait un problème au talon ou que le talonneur remplaçant se blesse lui aussi. Il peut jouer sans talonneur. Oui. Il a pris le pari. Oui. Il a pris le pari. Là, tu donnes raison aux stratèges. Oui. Ce fameux film que tout le monde a vu sur la data. Très bien. Alors le stratège. C'est pas le joueur. Tu fais référence au film Le Stratège avec Brad Pitt, qui est une histoire vraie qui se passe dans le baseball à la fin des années 90, début des années 2000, où il ne voit que la data le coach des Oakland Athletics, qui est une équipe vraiment de seconde zone, avec beaucoup moins d'argent que les grands clubs, d'accord, fait
la composition de sa future équipe, non pas en fonction de leur qualité, mais en fonction de la prédisposition qu'ils ont à jouer les uns avec les autres. De la data. C'est ça. Et là, on est dedans. Ça marche partout, dans tous les sports maintenant ça marche comme ça, dans le business ça marche comme ça. La question, Tu montes une équipe, il faut que tout le monde puisse jouer avec les autres. la question Mais à là, se comment poser, t'arrives à c'est jouer Là, c'est ensemble. encore pire. est-ce que statistiquement, les arrières se blessent moins que les avants? Peut-être. Je suis sûr qu'il a fait ce calcul-là, qu'il a regardé pense 30 qu'il a ans de raison. rugby et de grands matchs Mais- pour voir que finalement, il y a plus de 4, de 5 et de 6 qui se pètent que de 12 ou de 15. Mais c'est un vrai pari parce que vous vous rendez compte, avoir un seul arrière sur le banc de touche, on peut parfaitement casser un 9 ou un 10 ou un 15 en même temps. On l'a vu, ça s'est passé fréquemment. Il devait avoir un plan avec, à mon avis, d'autres joueurs qui allaient devoir venir jouer arrière. Ouais, et quand on réfléchit, on se dit, mais lesquels? Parce que sincèrement, quand on voit les joueurs sur le banc, c'était principalement des Ouais, ils avants n'ont jamais de gros joué pas à tonnage. leur poste. Et donc on peut c'est être pas- persuadé que plus de la moitié des entraîneurs de rugby de haut niveau mondiaux pensent que c'est une hérésie, ça. Ah oui, je suis d'accord avec toi. J'en suis Et donc, quelque part, on a avancé. Il faut dans- être pro. Mais c'est important parce que la dernière question qu'on se posera, ce sera voilà. Et après, que peut devenir le rugby? Peut-être cette question-là, on la posera en troisième partie de notre émission, qui est voilà, que peut devenir le rugby à terme? Est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir les répliques 9, 10, 15 et quelques avants sur le banc pour pouvoir avoir des remplaçants? Ou bien est-ce qu'au contraire, la stratégie fait qu'avec les finishers, avec les finisseurs, d'accord, on est non pas des remplaçants, mais des joueurs qui vont apporter leur valeur ajoutée. On commençait à voir ça un peu. John Alemou, tout le monde s'en rappelle, il courait le 100 mètres plus rapide que nous, il était grand comme un Golgoth, il n'était pas avant, il était lié, puis ça se passait très bien. Donc on commence à avoir des joueurs de ce Oui, mais niveau-là. encore une fois, Et on commence à avoir des joueurs qui savent jouer un peu à tous les postes. Nos piliers, ils courent très vite. Hein. oui, mais les piliers adverses aussi. Et là, la question oui. est de se dire, est-ce D'accord, que mais, la France en 2027 aura les moyens de reconstruire quelque chose sous le sceau de la défaite, hein? Et je pense que Bah, justement, moi je pense que c'est cette défaite qui peut nous donner justement plus d'espoir d'aller plus loin derrière. Le Parce jeune- que ce groupe-là, en fait, ils n'avaient pas encore trop connu la défaite. Ils avaient fait quelques petites défaites pendant les 6 nations. Ils en ont gagné surtout une. Mais derrière, en fait, le groupe, il est très très jeune. Donc Voilà. oui, il y a eu l'exemple du groupe très jeune Ouais. avec les Sudaf qui ont moyenne gagné de en- l'Afrique du Sud, c'est plus de 30 ans. C'est ça qui est Voilà. formidable. Et la Ah moyenne ouais. de l'équipe Et- de France, je crois qu'on est entre 25 et 26. Voilà, donc ça veut dire qu'on est dans les clous. Elle est très Mais- très jeune. Dans 4 ans, ils auront le niveau Ouais. aussi d'aller jouer leur On meilleur. va bien regarder tout ce qu'ont fait les Sudaf d'innovant ou presque de transgressif. Oui, oui, oui. Le jeune Napoléon, au siège de Toulon, quand il fait sa mise en place, Après tout. quand il fait sa mise en place, son chef lui dit: mais jeune homme, c'est pas comme ça qu'on fait. Et l'autre lui répond: mais c'est comme ça que je gagne. Et voilà. T'as compris? C'est Ouh là là. Donc dans 4 ans, les amis, attention à l'Australie. Hein. Là, ils se sont pris une déculottée. Ah bah, évidemment Ouais. qu'ils seront Ils se sont là. pris une déculottée. Évidemment. Ils sont chez eux. Évidemment qu'ils seront Mettre là. une pièce sur l'Australie dans 4 ans, Mais- je la mets mais- maintenant, mais les gars.